Dans un cours sur les bibliothèques, il paraît important, à un moment donné, de donner la parole à un bibliothécaire. Un bibliothécaire visible, si possible, même si les bibliothèques sont invisibles. Mais pas n'importe quel bibliothécaire, un bibliothécaire poète, un poète bibliothécaire. Il y a une longue tradition de conjonction de la poésie et de la bibliothéconomie, pour employer ce mot barbare. On peut songer à Lecomte de Lille, à Heredia, dont j'ai beaucoup parlé ici. Il y a des écrivains bibliothécaires, Georges Bataille, Georges Perec. Mais l'écrivain bibliothécaire que j'invite ici ne s'appelle pas Georges, mais il s'appelle Cyril Martinez. Cyril Martinez, qui est bibliothécaire, en effet, il est bibliothécaire à la Bibliothèque de littérature française de la Sorbonne Université, à Paris. Mais il est aussi, et c'est comme cela du reste que j'ai connu son œuvre, par son œuvre, en vérité, il est aussi poète, il est aussi écrivain de nombreux livres, de nombreux ouvrages, il est aussi performateur, je ne sais pas comment on dit, de poésie, mais je voudrais citer parmi son œuvre 2 ou 3 livres qui me semblent importants parmi ses plus récents et les plus importants, en particulier pour ceux qui s'intéressent aux bibliothèques. Musique rapide et lente, paru chez Chastel en 2014. Un autre livre, Le poète insupportable et autres anecdotes, paru aux éditions Questions théoriques, paru en 2017, qui a beaucoup fait parler de lui, un texte tout à fait étonnant sur la vie du poète dans un monde d'institutions culturelles et poétiques qui accueillent des poètes. Un livre très drôle, très cruel, mais très drôle, très mordant, très acéré, et qui sera, si j'ai bien compris, bientôt mis en scène, représenté au Festival d'Avignon, au OFF. Voilà. Et puis un autre livre, légèrement plus récent, La Bibliothèque noire, paru là aussi chez Buchet-Chastel en 2018, et qui est une allégorie, une fantaisie, là aussi très drôle, très étonnante, un peu utopique ou dystopique, je ne sais pas, sur la grande bibliothèque. On y devine plus ou moins, plutôt plus que moins, je dirais, la Bibliothèque nationale de France. Et pour tous ceux qui aiment, ou s'intéressent, ou utilisent la Bibliothèque nationale de France, dans des conditions, quand les conditions le permettent, eh bien, je recommande énormément cette bibliothèque noire qui ouvre des horizons tout à fait insoupçonnés. Et j'ai demandé à Cyril Martinez, en tant que poète, en tant qu'écrivain, en tant que bibliothécaire, de nous dire quelque chose sur cette vie des bibliothèques. Et voilà, et ça s'appelle « Vie du bibliothécaire ». À toi. Merci William. Mesdames et messieurs, tous les bibliothécaires le savent, il ne suffit pas d'avoir des livres chez soi pour être bibliothécaire. Ce n'est pas parce qu'on aime lire qu'on est bibliothécaire. Bibliothécaire, ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un vice, ce n'est pas une manie, c'est un métier. Et cela requiert d'autres qualités que le fait de chérir des livres. La première bibliothèque que j'ai fréquentée était étrange et inquiétante. On aurait dit un bâtiment médiéval rénové par un architecte soviète. Le bibliothécaire était une figure de la ville, un excentrique avec une voix qui portait. Quand son énorme accent provençal résonnait dans la salle de lecture, ça faisait peur. On écrivait des chansons et des poèmes à sa gloire. C'était un personnage, ma première représentation du bibliothécaire. J'étais loin de m'imaginer à sa place. Ça consiste en quoi, votre travail ? Vous devez lire beaucoup, et sinon, vous rangez les livres, c'est ça. Un peu de lecture, du rangement, ça doit être tranquille comme métier. Ça vous plaît ? Vous ne vous ennuyez pas trop ? Arrêtez-moi si je me trompe, mais le temps doit passer très lentement dans une salle de lecture, non ?
Je respecte, attention, mais entre nous, c'est pas un peu poussiéreux? Lorsque Hippolyte avait 4 ans, il croyait que mon travail consistait à écouter des lectures. Pour lui, qui n'imaginait pas d'autre manière de lire qu'à voix haute, les bibliothèques étaient des lieux où les lecteurs prenaient des livres pour les déclamer. Dans sa tête d'enfant, les livres étaient des objets sonores, une salle de lecture un espace bruyant. Les voix se chevauchaient, les textes s'entremêlaient. Le bibliothécaire avait pour fonction de communiquer les livres, après quoi il prêtait l'oreille aux différentes lectures. Tant qu'à fantasmer un métier, autant que ce soit de manière poétique. Primo Levi parle de la bibliothèque de l'Institut de chimie de Turin en ces termes. L'horaire de la bibliothèque était bref et irrationnel. L'éclairage chiche, les fichiers en désordre. En hiver, aucun chauffage. Pas de chaises, mais des tabourets de métal inconfortables et bruyants. Et enfin, le bibliothécaire était un rustre incompétent, insolent et d'une laideur extrême, posté sur le seuil afin de terrifier par son aspect et ses aboiements ceux qui aspiraient à entrer. Dans l'imaginaire collectif, le bibliothécaire reste associé à l'érudit qui passe le plus clair de son temps dans les livres, ou bien au gardien du trésor tyrannique et aboyant. Je dois dire moi aussi que j'ai eu affaire à des gardiens du trésor tyranniques et aboyants, tels que les décrit Primo Levi. Le métier de bibliothécaire est ancien et mal connu. Mal connu de ceux qui ne fréquentent pas les bibliothèques, mais aussi mal connu de ceux qui les fréquentent assidûment. Métier, il est vrai, pas simple à appréhender. Métier de discrétion et de modestie, qui exige un certain retrait. Métier sans cesse changeant, en perpétuelle évolution. Métier mutant en quelque sorte. Mutation liée à l'évolution des modes de production et de diffusion de la culture écrite. Depuis les tablettes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on connaît le chemin parcouru. Et puis, est-ce un métier social, pédagogique, un métier de gestionnaire ou de savant, un métier intellectuel ou technique, un métier de passeur ou de prescripteur? Est-ce un métier de militant ou de moine? Faut-il être bibliophile ou bibliomane? Et le métier relève-t-il du secteur éducatif ou culturel? C'est en tout cas un métier multiple. Le métier de bibliothécaire recouvre une multitude de fonctions, à tel point qu'on parle désormais des métiers des bibliothèques, pour reprendre ici le titre d'un ouvrage de référence. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de bibliothécaire idéal qui posséderait toutes les compétences et toutes les qualités requises pour l'exercice du métier. Nathalie Marcereau-Ramel, qui est directrice de l'ENSIB, c'est l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, note qu'en 2014, le site Asterès, qui est un cabinet de conseil dans le domaine économique, classait le métier de bibliothécaire parmi les 10 métiers voués à disparaître. L'activité était décrite de la sorte. Gardien du savoir, le bibliothécaire sélectionnait les livres, les classait, les fournissait au lecteur. Plus besoin du méticuleux bibliothécaire allant chercher le livre désiré dans la réserve. Un clic suffit. La BNF, Bibliothèque nationale de France, entre ainsi dans tous les salons, les halls de gare, les cafés. L'accès au savoir connaît un formidable essor. Seul point noir, les Barthes, Kant et autres Gautier du XXIe siècle doivent trouver un nouveau gagne-pain. Le bibliothécaire est mort, vive le livre. Commentaire de Nathalie Marcereau-Ramel,
elle-même conservatrice générale des bibliothèques. Est-ce bien de nous dont il est ici question ? Nathalie Marceau-Ramel note ensuite qu'en 2019, le site CareerCast, qui produit entre autres un classement annuel des 200 Best Jobs et des 200 Worst Jobs, classait celui de bibliothécaire en 32e place des Best Jobs, grâce notamment à un stress very low et un environnement de travail very good, et une possibilité d'évolution, perspective d'évolution, faire. À titre personnel, je confirme. Bon, on voit comme le salaire médian qui est de 59 000 $ annuels, donc voilà, on comprend pourquoi le bibliothécaire sourit. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, voilà, par comparaison, plutôt, on voit que le métier de auteur est classé à la 136e place. Alors là, ça va un peu moins bien quand même. L'environnement de travail est correct, le stress est very high et les perspectives d'évolution sont pauvres. Voilà. Et à titre de comparaison également, on voit que par contre le métier de professeur d'université est à la 3e place avec vraiment des résultats absolument excellents. Voilà. Derrière data scientist et statisticien. Pardon. En tout cas, la définition que donne CareerCast du métier est très différente de celle d'Asterès. Il dit « aide les personnes à trouver l'information et à conduire des recherches pour un usage personnel et professionnel. Les tâches liées à ce métier peuvent changer en fonction du type de bibliothèque dans lesquelles elles s'effectuent, bibliothèque publique, scolaire ou médicale. » Une autre conservatrice générale des bibliothèques, Anne-Marie Bertrand, impute quant à elle la fragilité du métier à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. On en a parlé, je la cite. Ce feu fondateur n'est sans doute pas étranger au sentiment de fragilité qui étreint encore aujourd'hui les possesseurs de livres, au premier rang desquels les bibliothécaires, et qui donne un reflet mélancolique à leur manie collectionneuse. L'ambition de tout posséder, de tout savoir, tout le savoir, toutes les connaissances, toutes les œuvres, est vouée à un échec inéluctable. Donc, métier mal connu, menacé, en voie de disparition, voué à l'échec, métier sans avenir, métier cependant toujours actif dans les sociétés humaines. Un métier, bibliothécaire, longtemps, il fut une fonction honorifique, du moins en France. Proust, à la bibliothèque Mazarine, n'a pas fait que des merveilles entre 1895 et 1900. Placé par son père, il se distingue par son manque d'efficacité. Il fait le strict minimum, il multiplie les congés. Mis en demeure de tenir son poste, il finit par être considéré comme démissionnaire par le ministère de l'Instruction publique. On imagine l'agent Marcel Proust soumis, comme aujourd'hui, à un rapport d'aptitude professionnelle. On associe souvent le bibliothécaire à l'écrivain, comme s'il suffisait d'avoir un goût affirmé pour les livres et la littérature pour devenir un bon professionnel. Voyez Borges. Sur le papier, le bibliothécaire idéal. Examinons de plus près sa carrière. Il exerce d'abord dans une bibliothèque municipale de Buenos Aires de 1938 à 1946. Il perd cet emploi en 1946 en raison de ses positions contre la politique péroniste et devient inspecteur des lapins et des volailles sur les marchés publics. Après le coup militaire du 1er septembre 1955, Borges revient en grâce. Le voilà directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine, l'année même où sa cécité devient définitive. Il est, entre parenthèses, le 4e
aveugle à diriger la Bibliothèque nationale d'Argentine. Son apport: mise à jour du catalogue et construction d'un nouveau bâtiment d'inspiration brutaliste. Il juge de l'architecture en manipulant la maquette. Mais que fait-il dans son bureau au quotidien? Il dicte des poèmes et des nouvelles. Il se fait faire la lecture. Il reçoit des journalistes et des amis. Dans La bibliothèque la nuit, Alberto Manguel écrit « Le fastidieux travail bureaucratique de la bibliothèque, il, Borges, le laissait à son assistant, le professeur José Edmundo Clemente. » Voilà l'idée que se fait Manguel de la direction d'un grand établissement de lecture publique, un fastidieux travail bureaucratique. En établissant une confusion entre les deux pratiques, bibliothécaire et écrivain, ou bibliothécaire et chercheur, on introduit l'idée qu'au fond, il n'y aurait pas plus haute aspiration pour un bibliothécaire que de devenir à son tour scientifique ou écrivain. Le bibliothécaire ne serait donc qu'un écrivain frustré ou un savant raté, une personne qui entretiendrait un rapport passif au savoir. Or, il n'en est rien. Le bibliothécaire produit. Il crée des notices bibliographiques. Il associe des mots matières à des documents. En langage professionnel, il catalogue et il indexe. Il établit des bibliographies. Il rédige des guides du lecteur, des articles, des rapports, etc. Et il est permis de penser que tout ce qu'il produit, y compris ses nombreux systèmes de classification et les règles et les formats de description bibliographique, constituent également du savoir. Les bibliothécaires sont les auteurs anonymes du grand œuvre collective qui se transmettent de génération en génération, des catalogues, des collections. On ne sait pas exactement quand les bibliothécaires sont apparus. Alors qu'on est capable de dater l'apparition des premières bibliothèques, on ne sait pas quand le métier a été inventé. Ou pour dire les choses autrement, il y a eu des bibliothèques avant qu'il y ait des bibliothécaires. Aristote serait-il le premier bibliothécaire au prétexte qu'il fut un des premiers lecteurs à réunir une importante collection de manuscrits à son usage personnel? Aristote, pour qui faire collection constituait une partie capitale du travail de la pensée. Mais cela fait-il de lui pour autant un bibliothécaire? Aristote avait-il organisé sa bibliothèque? Avait-il un classement, un système personnel lui permettant de localiser tel manuscrit? Selon Alberto Manguel, Aristote avait sans doute un système de classement, tout en admettant que nous n'en savons rien. Cela l'amène à penser que Aristote était sans doute le premier bibliothécaire. Mais ce n'est qu'une hypothèse, car, une fois encore, nous n'en savons rien. Il n'y a pas de bibliothécaire sans collection. Le métier de bibliothécaire trouve son origine dans ce souci d'organiser les collections. Car une collection a toujours une adresse. Elle est toujours adressée à quelqu'un, elle a toujours un destinataire, un usager, diront-on aujourd'hui, fût-ce une seule personne, prince, seigneur, riche bourgeois. Mais le bibliothécaire a ceci de particulier qu'il ne possède jamais la bibliothèque pour laquelle il travaille. C'est un leitmotiv du métier. Souviens-toi que cette bibliothèque n'est pas la tienne. D'ailleurs, comme le souligne un bibliothécaire et conservateur qui s'appelle Lionel Dujol, et c'est très important de le rappeler, les bibliothèques publiques, aussi bien les collections que les bâtiments ou le mobilier,
ne constituent pas des biens communs. En réalité, l'ensemble appartient à la puissance publique. Seuls les fonds patrimoniaux constituent un bien public. Pas de bibliothécaire sans collection, mais pas de collection sans ordre, sans classification, sans classement, sans catalogue. Dès que des collections de textes ont été constituées, il s'est trouvé des humains pour les décrire. Dès que les premières descriptions ont été faites, on a voulu créer des listes pour rendre les documents accessibles. Callimaque de Cyrène, aux alentours de 240 avant Jésus-Christ, aurait convaincu les Ptolémées qu'une bibliothèque ne se limitait pas à une accumulation. Ou pour dire les choses en termes modernes, l'accumulation de connaissances n'est pas la connaissance. Il aurait dressé le catalogue de 120 auteurs grecs les plus importants de la bibliothèque d'Alexandrie et aurait divisé les collections en 8 classes. Drame, art oratoire, poésie lyrique, législation, médecine, histoire, philosophie. Il en aurait résulté un catalogue, le premier de ce nom. Plus tard, bien plus tard, en 1120, Hugues de Saint-Victor propose un système de catalogage composé de notices dans lesquelles chaque ouvrage est brièvement résumé. En 1250, Richard de Fournival imagine un mode de classement fondé sur un système horticole. Au XIIIe siècle, sont adoptés des cadres de classement reflétant l'organisation du savoir selon une classification scolastique. En 1275, la bibliothèque de la Sorbonne découpe le savoir en 59 classes, soit 59 rayons. Nous pourrions multiplier les exemples d'organisation du savoir jusqu'à la classification décimale inventée par Melville Dewey en 1876, qui est aujourd'hui marque déposée, ou à celle en vigueur au TASLU, qui est la bibliothèque de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui propose 4 classes. 1. Monde paysan. 2. Territoire en bataille. 3. Fragments du passé. 4. Penser le présent. En France, c'est au Moyen Âge qu'apparaissent les premiers bibliothécaires. Ce sont des moines, fuyant les invasions barbares, avec les reliques qu'ils ont sauvées, ainsi qu'avec leurs propres manuscrits. Ils trouvent refuge dans des monastères où ils créent des bibliothèques. Ils les créent ex nihilo. Chaque implantation d'un monastère donne lieu à la constitution d'une bibliothèque. Il n'y a pas d'espace dédié aux collections, il n'y a pas de salle de lecture, il n'y a pas de magasin. Les livres se trouvent à l'endroit où on en a l'usage, chœur, réfectoire, dortoir. Moine copiste, le bibliothécaire du Moyen Âge intervient directement sur les textes, ajoutant corrections et préfaces. Il est à la fois celui qui réunit les manuscrits et les conserve, et celui qui produit les textes et les commente. On sait que les ouvrages qui ont enrichi les bibliothèques médiévales ne sont pas tous authentiques, et le bibliothécaire copiste se fait parfois faussaire. Les bibliothèques médiévales regorgeaient notamment de traités aristotéliciens apocryphes. Le bibliothécaire est alors historien ou philologue, c'est un érudit. Jusqu'au XVIIe siècle, domine la conception érudite de la bibliothèque, attachée à réunir les grands textes et leurs gloses. La mission du bibliothécaire consiste à protéger le trésor. En 1627, Gabriel Naudet publie le premier traité de bibliothéconomie. Et s'il prône un savoir proche de l'encyclopédisme, il décrit une bibliothèque tournée vers le public. Dans son fameux avis pour dresser une bibliothèque, il écrit « N'en daignez jamais la communication au moindre des hommes qui pourra en avoir besoin. »
À partir de là, deux écoles vont s'affronter. D'un côté, les bibliothécaires faisant valoir la nécessité de protéger et d'accroître les collections, et de l'autre, ceux qui valorisent la fréquentation, qui est un débat désormais classique entre les tenants de la conservation et ceux qui valorisent l'usage. D'un côté, il y a les bibliothèques savantes, qui sont riches de leurs collections, et de l'autre, la bibliothèque populaire, qui est riche de ses publics. Légitimité intellectuelle comme contre-légitimité sociale, dira Anne-Marie Bertrand. Et c'est au XIXe siècle que le métier se structure. Création de l'École nationale des chartes en 1821, de l'Inspection générale des bibliothèques en 1822, certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire en 1875. Des formations sont mises en place, on attribue des diplômes, on crée des statuts. Et le bibliothécaire quitte les habits de l'érudit pour revêtir ceux du technicien. Le XXe siècle promeut le rapprochement entre les bibliothèques savantes et les bibliothèques populaires pour créer les bibliothèques publiques que nous connaissons. Il n'y a plus deux bibliothèques, mais une seule, destinée à tous. En France, Yvonne Audon publie un guide du bibliothécaire en 1930 et acte le fait que le métier demande un acquis technique. Elle écrit « L'efficacité d'une bibliothèque dépend avant tout de son bibliothécaire. Le bibliothécaire d'autrefois, l'érudit jaloux de ses trésors poussiéreux, retranché derrière un comptoir, appartient maintenant à l'histoire, comme la bibliothèque, cimetière de livres. » Plus loin, Yvonne Audon précise que le bibliothécaire est homme ou femme. Il aura fallu attendre le XXe siècle pour que le métier cesse d'être exclusivement masculin. Le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique de 1994 dit ceci. Le bibliothécaire est un intermédiaire actif entre les utilisateurs et les ressources. Formation professionnelle et éducation permanente sont indispensables pour lui permettre d'assurer les services voulus. Au début des années 1930, le bibliothécaire et mathématicien indien Ranganathan amène deux contributions majeures au métier. D'une part, il invente la classification par facettes, une facette privilégiant un rapport sémantique plutôt que hiérarchique entre les concepts. C'est ce qu'on trouvera ensuite bien plus tard dans la navigation web. Et d'autre part, il édicte les 5 lois de la bibliothéconomie. Les livres sont faits pour être utilisés, première loi. À chaque livre, son lecteur, deuxième loi. À chaque lecteur, son livre, troisième loi. Épargnons le temps du lecteur, quatrième loi. La bibliothèque est un organisme en développement, cinquième loi. Mais en quoi un bibliothécaire est-il plus légitime que n'importe quel citoyen pour développer des collections ? Quels sont ses principes ? Qu'est-ce qui préside à ses choix ? Est-il neutre et objectif ? Passif ou résistant, impartial ou engagé. Le bibliothécaire aurait une méthode, des outils, des compétences en matière de lecture publique. Il serait doté aussi d'une conscience professionnelle, d'une déontologie, d'une éthique. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'il travaille de manière juste et honnête ? Et pourquoi, au fond, devrait-on lui faire confiance ? Et s'il est attaqué, quelles sont ses armes pour se défendre ? Quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence, un bibliothécaire de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, nous expliquait que la personne chargée de développer et d'organiser les collections se devait d'être la garante du pluralisme. À ce titre, elle devait s'en tenir à la plus stricte neutralité. Alors, la notion de pluralisme n'est pas inscrite dans la loi, mais un décret du 9 novembre 1988 la définit comme telle.
Les collections doivent comprendre des documents représentatifs des différents courants d'opinion, des différents courants esthétiques, des différentes catégories socioprofessionnelles du public et des différentes classes d'âge, en observant une répartition équilibrée des documents dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Et le manifeste de l'UNESCO de 1994 abonde dans ce sens. Deuxième citation, « Les collections et les services ne doivent être soumis ni à une forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à des pressions commerciales. » Mais voilà qu'en 1995, les villes de Toulon, de Vitrolles, de Marignane et d'Orange passent sous administration Front National. Et le Front National, on s'en souvient, même moi je m'en souviens, va s'intéresser de près au contenu des bibliothèques municipales, communiquant des listes d'ouvrages et de revues à acquérir, en même temps que des listes de documents prescrits. Éric Stétan, qui est nommé directeur de la bibliothèque municipale d'Orange en 1997, exprime sans détour l'objectif poursuivi. La bibliothèque est un lieu privilégié où peut s'exercer une influence idéologique en profondeur. Ne sous-estimons pas cet outil de reconquête des esprits. Et pour justifier la reprise en main des contenus des bibliothèques, le Front National va s'appuyer sur la notion de pluralisme, avançant que l'extrême droite serait victime de discrimination et d'ostracisme. On dénonce la prédominance des idées de gauche dans la constitution des collections publiques, en vertu de quoi il s'agit de procéder à un rééquilibrage. Dans le New York Times du 30 août 1996, Jacques Bompard, maire d'Orange, n'hésite pas à se présenter comme le garant de la pluralité et le défenseur de la vertu. Je le cite. « Toutes les bibliothèques, dit-il, sont aux mains de la gauche et de l'extrême gauche. Je veux que tous les courants politiques y soient représentés, sauf les livres immoraux ou interdits. » Et on pourra bien se demander, entre parenthèses, ce que Jacques Bompard entend par les livres interdits, et on pourra s'interroger sur cette démarche qui consiste à proscrire des livres par ailleurs interdits. Dans la bataille qui s'ensuivra, chaque parti tentera de s'approprier la notion de pluralisme. D'un côté, les bibliothécaires vont faire valoir que le Front National contrevient au pluralisme en interdisant des documents sur le multiculturalisme, le rap, l'homosexualité. Et de l'autre, le Front National accusera les bibliothécaires d'être partisans en refusant d'acquérir des ouvrages d'extrême droite. Et le ministre de la Culture d'alors, Philippe Douste-Blazy, se dira favorable à légiférer, au prétexte qu'à partir du moment où le pluralisme des bibliothèques serait inscrit dans la loi, elle serait protégée de toute intrusion politique. Jean-Yves Le Gallou, qui est cadre frontiste et inventeur de l'expression « préférence nationale », dira ceci. « Si une loi sur le pluralisme était votée, le parti l'utiliserait devant les tribunaux pour faire entrer dans les bibliothèques les auteurs et les journaux qui en sont aujourd'hui exclus. » Je me souviens qu'une de mes collègues, qui était discothécaire à Marignane, avait contourné l'interdiction des musiques juives en disposant l'édite musique juive au rayon musique des pays nordiques. Et les élus n'y avaient vu que du feu. Mais ma collègue avait été embarrassée. Au fond, la tentative de contourner l'interdit avait été déjouée avec une telle facilité qu'on pouvait minimiser les pressions politiques qui étaient exercées pour orienter les contenus. Elle en était venue à se dire que puisqu'il y avait tentative de censure, il fallait que cette censure se voie. Elle avait donc démissionné. En France, donc, contrairement à d'autres pays, il n'existe pas de loi sur les bibliothèques. Il y a seulement le manifeste de l'UNESCO, que nous avons vu, une charte des bibliothèques de 1991, ainsi que des écrits professionnels. Et il se trouve, en préparant cette communication, hasard de l'actualité, pourrait-on dire,
qu'une proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a été présentée au Sénat le 3 février 2021 par la sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert. Je la cite. Regrettant l'absence de définition des principes fondamentaux, il s'agit d'inscrire la liberté et la gratuité d'accès dans la loi, mais aussi de protéger les professionnels et de structurer l'ensemble de la compétence en lecture publique. La proposition de loi s'attache dans un premier temps à la définition des bibliothèques et des principes fondamentaux qui leur sont attachés. Et dans un deuxième temps, elle porte sur le développement de la lecture publique. Nous verrons ce que ça donne. Roger Chartier parle des 3 inquiétudes qui ont habité le rapport à la culture écrite. La première inquiétude, c'est celle de la perte, c'est la crainte de la perte. Et c'est pour pallier à cette crainte qu'on a construit des grandes bibliothèques à vocation encyclopédique. La tâche des bibliothécaires consiste dans ce cas à enrichir et à préserver les collections. Il est, on l'a vu, le garant et le gardien du trésor. Le deuxième péril, toujours selon Roger Chartier, serait la corruption des textes. Depuis la main du scribe possiblement défaillant, susceptible d'accumuler les fautes, jusqu'aux erreurs dues à des éditeurs négligents. La troisième inquiétude serait celle de l'excès, quand la prolifération des textes devient obstacle à la connaissance. Face à cette prolifération, il y aurait d'un côté ceux qui sont en mesure de la dominer parce qu'ils possèdent une culture et des instruments leur permettant de s'orienter rationnellement, et de l'autre, ceux qui se trouveraient démunis seraient étouffés ou noyés et susceptibles d'effectuer les mauvais choix. On reconnaît ici la fracture entre le public savant et le public populaire des bibliothèques du XIXe siècle. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Y a-t-il trop de références ou pas assez dans les bibliothèques ? Doit-on continuer à développer des collections ou trier l'existant ? Dans les années 1990, Richard Hogarth avait pointé la faiblesse des acquisitions d'ouvrages dans les bibliothèques anglaises. Si rien n'était fait pour développer des collections de livres, les bibliothèques allaient mourir. L'Association des directeurs des bibliothèques, anglaise donc, dénonça une préoccupation victorienne. J'ai travaillé durant 10 ans dans une institution dédiée aux sciences humaines et sociales. Un jour, jugeant sans doute que nous, les bibliothécaires, étions mus par des préoccupations victoriennes, la vice-présidente nous avait proposé de nous tourner vers l'avenir pour créer ensemble une bibliothèque d'un genre nouveau. Ce sera une bibliothèque innovante, une bibliothèque laboratoire. Nous allons remplacer la salle de lecture par un espace expérimental nativement numérique, un espace dédié aux documents scientifiques sous toutes ses formes. Espace collaboratif, espace événementiel, espace forum, prendront forme dans une démarche de co-design, de co-construction des instruments de recherche et de structuration de corpus en ligne. Il s'agira de mettre en place une recherche participative en développant l'usage des ressources numériques. Nous allons mener un processus de développement d'un service innovant dans le domaine de la diffusion des savoirs. Nous nous engageons dans ce qui sera une aventure humaine plus que technologique. Je cite. Malheureusement, le serveur avait été inondé suite à des intempéries. Et le temps qu'on le répare, ce qui avait pris plusieurs semaines, la bibliothèque n'avait plus rien à offrir à ses lecteurs. La bibliothèque, on le sait, est aujourd'hui loin d'être l'unique réservoir de la connaissance. Les usagers des bibliothèques puisent davantage dans des ressources produites en dehors des bibliothèques que dans les collections propres. Et ces collections immatérielles sont à la fois incontrôlables et instables.
Leur développement échappe aux bibliothécaires. Et la nature des documents change sans cesse. Patrick Latour décrit ainsi le phénomène. La typologie traditionnelle des documents et leur structure tendent à se dissoudre dans une énorme masse tourbillonnaire où toutes les informations, aussi hétérogènes soient-elles, peuvent être désormais interrogées simultanément et indistinctement avant d'être réagencées, utilisées, à nouveau déstructurées. Le bibliothécaire contemporain a renoncé à l'encyclopédisme, hormis celui qui travaille donc pour le compte d'une grande bibliothèque. Il sélectionne, il choisit, il valorise telle ou telle ressource qui sont en mesure d'intéresser son public. Il se fait alors prescripteur. On parle aujourd'hui de prescription sociale. On le dit aussi médiateur, facilitateur. Et selon Patrick Latour, la constitution des collections est passée d'une logique d'exhaustivité à une logique de représentativité des champs de la culture. Le bibliothécaire sélectionne, c'est-à-dire qu'il établit des critères d'inclusion et d'exclusion dans une charte documentaire. Je reviens au manifeste de l'UNESCO de 1994. Une politique claire doit présider à la définition des objectifs, des priorités et des services en fonction des besoins de la communauté locale. Mais cette crainte de la prolifération, c'est précisément ce qu'on appelle un problème de riches. Et pour s'en convaincre, on songera aux jeunes Syriens de Daraya qui exhument les livres des décombres pour constituer des bibliothèques clandestines dans les sous-sols. Loin de craindre la prolifération, Lionel Dujol y voit une opportunité pour construire ce qu'il appelle une société du savoir ouverte et partagée à l'échelle du monde. Cette énorme masse tourbillonnaire, Lionel Dujol lui donne le nom de commun des savoirs. Le commun des savoirs désigne, selon lui, une activité collective et horizontale visant à créer, maintenir et offrir des savoirs en partage. On pourrait se demander ce qu'il reste du métier de bibliothécaire. Assiste-t-on à la naissance d'un nouveau métier ou à la corruption ou à une forme dégradée de l'ancien? Je dirais que non, car à bien y réfléchir, les missions du bibliothécaire restent les mêmes. Il s'agit toujours d'amener les lecteurs à s'approprier le savoir et la culture. Il s'agit toujours de les rendre autonomes dans leur recherche. Il s'agit toujours de faire en sorte qu'ils appliquent une démarche intellectuelle et critique. Il s'agit toujours de considérer que l'accès au savoir est un droit fondamental qui s'exerce au sein des bibliothèques. Et je reviens aux lois de Ranganathan. 1. Les livres sont faits pour être utilisés. 2. À chaque livre, son lecteur. 3. À chaque lecteur, son livre. 4. Épargnons le temps du lecteur. 5. La bibliothèque est un organisme en développement. Si on remplace livre par document ou autre chose, on voit que ces principes fonctionnent. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment, cher Cyril Martinez, pour cette exploration de l'autre côté du bureau du bibliothécaire, en fait. Tu nous as fait entrer, effectivement, dans la vie des coulisses des bibliothèques, et je crois que pour beaucoup, c'est un mystère, aussi un espace assez fascinant. C'est un peu ce que disait l'enquête américaine que tu citais. Le métier de bibliothécaire fait quand même, au bout du compte,
envie à bien des égards. C'est un métier qui fait envie par la sorte de retrait, de tour d'ivoire qu'il semble offrir. Je pense qu'il semble offrir. Il me semble que de l'intérieur, les choses, tu nous l'as dit, tu nous l'as laissé entendre, sont un petit peu différentes. J'en dirais autant par ailleurs du métier de professeur d'université. Le peu de stress indiqué me paraît effectivement une description très très extérieure, et peut-être que ça a été fait cette enquête a été faite il y a plusieurs décennies, mais depuis 2019. Je pense qu'aux États-Unis ou dans plein d'autres pays du monde, y compris évidemment en France, beaucoup d'universitaires diraient que le stress a beaucoup augmenté, et pas seulement à cause de l'épidémie, mais que les charges administratives sont devenues énormes et sont présentes et aussi dans le métier des bibliothèques. Mais enfin, je ne vais pas ici parler de cette question-là. Mais c'est un métier, effectivement, sur lequel tu nous as ouvert des perspectives tout à fait intéressantes. Alors, j'étais frappé du fait, et peut-être que ce sera ma première question, que tu faisais appel à tout un ensemble de discours très importants, très nombreux. J'en ai cité ici lors du cours, mais tu en as cité beaucoup d'autres, de discours sur les bibliothèques, et qui existent depuis très très longtemps. Et ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment un métier, peut-être parce qu'il fut un temps où les bibliothécaires n'avaient pas grand-chose à faire, mais où il y a énormément de discours sur les bibliothèques. Et c'est vrai que même moi-même, pour préparer ce cours, je constate l'abondance de la matière, de la réflexion sur la théorie des bibliothèques. Par comparaison, il n'y en a pas autant sur les universités. Alors que l'université est pleine de gens qui sont censés réfléchir, mais en fait, il y a relativement peu de discours sur l'histoire, sur la théorie des universités. Pour une raison, je pense, assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, l'université est faite de spécialistes d'un ensemble de disciplines très nombreuses. Il n'y a peu ou pas de spécialistes de l'université à l'université. Il y a en revanche des physiciens, des médecins, des économistes, des littéraires, tout ça. Mais il n'y a pas de spécialistes de l'université. Alors que les bibliothèques sont pleines de spécialistes des bibliothèques, qui sont les bibliothécaires, qui ont été... Il y a même des écoles de formation professionnelle. Tu as cité l'ANSSI. Comment fait-on, voilà, ma première question, c'est là-dessus. Comment fait-on en tant que bibliothécaire, pour gérer cette masse quand même énorme de documentation sur les bibliothèques? Est-ce qu'on est obligé de s'y référer en permanence? Est-ce que ça fait partie du quotidien? Ou est-ce qu'il faut prendre de la distance vis-à-vis de cela? Voilà. Quel est le rapport à cette masse de documentation bibliothécaire sur les bibliothèques? Alors, en effet, il y a une masse, tu as absolument raison, qui est très importante. Les bibliothécaires, notamment, écrivent beaucoup. Il y a toute une littérature professionnelle qui est abondante. Alors, oui, effectivement, il faut soutenir toujours l'évolution des métiers. Ça évolue tellement vite, très rapidement. Après, il y a quand même des écoles. Il faut dire, sous son air pacifié, etc., les débats sont très vifs dans la documentation, très très vifs. Il y a vraiment des luttes très fortes, des conceptions très différentes de la documentation, de l'accès au savoir, même du lectorat. Alors, voilà. Mais en effet, c'est très important. Alors, un bibliothécaire, d'ailleurs, peut travailler dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas un problème, en fait. Normalement, on apprend, justement, moi j'ai travaillé dans l'ingénierie, dans des domaines que je ne connais absolument pas. J'ai travaillé dans la médecine, dans les lettres, dans les sciences sociales. Normalement, on peut savoir. Et même dans des langues qu'on ne maîtrise pas. Voilà, c'est même assez... On peut catégoriser des livres dont on ne comprend pas. Même le titre, parfois, c'est assez curieux. Mais voilà, ça fait partie, en fait, par des outils. Alors on dirait presque, en fait, moins on comprend le domaine, plus on va être objectif d'une certaine façon. Voilà, ça fait partie des... Voilà. Mais on a des outils, on a des bibliographies, on a des tas de choses, quoi. Ces documentations ou ces textes qui sont produits induisent parfois des transformations assez considérables du métier des bibliothécaires et aussi de l'espace même des bibliothécaires. Des bibliothèques, tu as cité ce discours tenu par la vice-présidente d'une institution où tu te trouvais auparavant, et je ne sais pas si tu l'as cité littéralement ou si c'était une sorte de reconstruction. Ah oui, réellement. Ah oui, alors c'est une citation mot pour mot. Alors c'est amusant parce qu'on y retrouvait, et effectivement, on a l'impression un certain nombre de clichés, de lieux communs du discours de la transformation des bibliothèques
aujourd'hui. Donc on voit que les discours sont aussi porteurs de conception, de transformation des bibliothèques en cours. Et est-ce qu'on peut s'y opposer à ces transformations-là? Est-il possible de produire des discours qui aillent contre ce vent dominant de la transformation des bibliothèques en espace de travail, de coworking, si possible sans livre, ou est-ce que c'est un combat perdu d'avance, ou est-ce que ça ne vaut pas le coup du reste? De toute façon, peut-être que c'est une évolution qui est tout à fait souhaitable par ailleurs. Comment voit-on cela Ah non, je pense qu'on peut s'y opposer, absolument. On va s'y opposer. Aucun combat n'est perdu d'avance, de toute façon. On peut s'y opposer. Après, on n'a pas forcément les mains sur le budget. On peut être, évidemment, alors, je n'ai pas parlé d'un acte de censure le plus fort, en fait. Le plus fort, c'est le budget, évidemment. Qu'on parle aussi de l'extrême droite, etc. Aujourd'hui, l'extrême droite et les bibliothèques, effectivement, c'est pas du tout leur sujet. Mais par contre, on appauvrit, on leur donne plus de moyens. Donc, on peut faire dépérir une bibliothèque comme ça, effectivement, par crédit, ce qu'on appelle les crédits aussi, des crédits fléchés qui vont être là dans tel domaine, aussi dans la recherche, on voit ça, etc. Alors on s'y oppose à ces discours-là, mais on est toujours, si vous voulez, avec un petit peu de, de longue vue, en fait. Voilà, on voit, il y a ce côté historien quand même qui existe toujours chez les bibliothécaires, donc on n'est pas dans une réactivité forcément, on laisse venir les choses, on laisse parfois certains projets, je peux le dire, échouer parfois, pour voir. Et si ça marchait peut-être, pourquoi pas. En l'occurrence, là, je parle d'un échec très très violent, parce que c'est un échec en plus qui a coûté très cher. Voilà, c'est aussi l'argent qui. Ouais, par ailleurs. Mais oui, on s'oppose. Ce que j'ai dit, il y a vraiment des conflits, notamment sur le numérique. Alors sur le numérique, maintenant, on arrive à une espèce de concorde quand même, concorde. Mais l'équilibre papier numérique est acquis dans les bibliothèques, on le sait, voilà. Sauf peut-être pour les revues. Pour les revues, là, par contre, effectivement, notamment dans la recherche, évidemment, c'est du numérique et on sait pourquoi. Et voilà, ça présente quand même de très nombreux avantages. Sur le numérique, oui, ça a eu des conflits très très violents, en fait, entre plusieurs écoles. Voilà. Est-ce que les conflits sont liés à des restrictions budgétaires? Est-ce que le numérique coûte moins cher que l'écrit? Voilà, Pas du tout. Pas du tout. Ça coûte très cher le numérique et ça peut coûter de plus en plus cher. Un des éléments, je voulais en parler, mais après c'est un petit peu long. Pour moi, le numérique, un des dangers du numérique, notamment dans la recherche, c'est le danger de l'uniformité. À travers des éditeurs très puissants comme JSTOR, Kern, par exemple, donc tout le monde est captif en fait de ces ressources. Ils font du chantage aux bibliothèques, c'est-à-dire en fait dans la mesure où ça y est, vos lecteurs en ont besoin, chaque année on augmente de façon injustifiée les abonnements. Voilà, les abonnements. Il est arrivé d'ailleurs, je peux le dire, parce que c'est quand même assez étonnant, c'est la grande revue Nature, Sorbonne Université, s'en est désabonné. Parce que, j'ai compris, parce que l'abonnement était devenu tellement excessif, quoi. Chaque année, il augmentait, puis à un moment, il fallait faire un geste fort. Il fallait dire non, en fait, à un moment. Voilà. Donc, on est lié parfois à ça. Je dois dire que, en fait, dans ces ressources qui sont très riches et très utiles, donc là, c'est des gros agrégats d'éditeurs comme ça, américains, très puissants, il y a le risque aussi, ce que je disais, d'uniformité. C'est-à-dire qu'en fait, que les bibliothèques, non seulement proposent les mêmes ressources, mais aussi que les lecteurs aillent chercher les informations au même endroit. C'est-à-dire que finalement, est-ce que quelque chose qui ne serait pas sur JSTOR ou sur Kern existerait finalement? Est-ce qu'il serait valide scientifiquement? Il y a un risque là-dessus à donner trop d'importance à ces ressources. Voilà, ça c'est un acte de policy documentaire, d'équilibrer aussi les ressources entre les papiers, les revues, celles qui ne sont pas sur JSTOR, celles qui sont en accès libre, en open access, etc. Il faut toujours trouver un équilibre entre voilà, la monographie qui persiste, etc. Voilà, le problème que tu soulignes, effectivement, c'est aussi le problème de tous ces... C'est un problème d'économistes, en fait. C'est un problème de ces marchés clos, fermés, où il y a une offre, qui est une offre de revues scientifiques ou de collections,
scientifiques, mais où il y a uniquement un certain type de demande, hein, qui est une demande là aussi très close, qui sont les bibliothèques, puisque les particuliers ne s'abonnent pas à ces biens. Et la question, c'est comment fixer le prix. Comment fixer le prix dans un marché clos où il n'y a pas en fait de concurrence. Et donc, il y a de vraies difficultés qui sont traitées, je crois, par les économistes sur cette question-là, et qui est un problème considérable de la production, pas seulement de la production scientifique, de la diffusion du savoir, en vérité, et donc de l'accès au savoir permis aux institutions, aux chercheurs, aux étudiants, aux doctorants, et d'un savoir, c'est ça la situation plus paradoxale, qui est produit dans des institutions, qui est payé par les institutions elles-mêmes, mais quand les institutions n'ont pas accès à ce savoir qui est produit par elles, parce que voilà, il faut qu'elles rachètent un savoir qui a été produit par leurs propres chercheurs. Tout ça est très, très compliqué et un peu labyrinthique, effectivement, et c'est un problème auquel les bibliothèques universitaires en particulier sont confrontées de près. Je voudrais revenir aussi à ce texte que tu as cité, tout à fait intéressant, ce décret de 88, qui propose l'idée d'un pluralisme quand même dans les bibliothèques. C'est un texte tout à fait intéressant, et ce qui m'intéressait, c'est qu'il propose un pluralisme esthétique. Donc cette dimension esthétique est prise en compte dans les bibliothèques. Il est question aussi il faut penser à la pluralité des classes d'âge. Donc il faut des bibliothèques qui s'adressent à toutes les classes d'âge, à toutes les catégories socio-professionnelles. Mais alors, on voit que c'est un texte de 88. C'est-à-dire qu'on s'attendrait aujourd'hui, en 2021, à d'autres critères de pluralité. On pourra employer, alors il y a des termes, hein, qu'on pourra employer ou ne pas employer, hein, termes de communauté culturelle, hein, des culture, religion. Là, il y a question des courants de pensée, mais plutôt politique, me semble-t-il. Ça ne va pas au-delà de la politique. On voit que ce texte est un peu daté par rapport à ce qu'on... Est-ce qu'il y a des... Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça que je l'ai cité. En fait, c'est assez drôle, en fait, que si on veut se référer à cette notion de pluralisme, ben on n'a que ça pour le moment. On n'a que ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est souhaitable? Là aussi, il y a eu des énormes débats. Hein. C'est pas forcément souhaitable. Ça serait quand même... on pourrait être passible, bibliothèque pourrait être passible, peut-être, la part de citoyens qui disent, mais regardez, effectivement, tel critère, il y a un équilibre. Pourquoi vous avez mis plus d'art contemporain que ceci, que là? Pourquoi? Par rapport, voilà... C'est la question d'une bibliothèque en pays démocratique, où il doit y avoir une certaine représentativité. Enfin, c'est le terme que tu as employé, cette question de la représentativité, qui va au-delà de la question de la pluralité. C'est pas la même chose, hein, la pluralité et la représentativité. Et je pense qu'effectivement, le débat va actuellement plutôt du côté de la représentativité, pour le meilleur comme pour le pire. Hein, on sent les risques. Et voilà, c'est une question ouverte, mais en tout cas à laquelle je pense les bibliothèques sont ou vont être nécessairement confrontées dans les années qui viennent. Poser des questions, justement, c'est ce que tu as commenté l'autre fois quand tu parlais de la classification Dewey, avec l'homosexualité qui a varié, effectivement, on a vu dans différentes classes. Je pense que là, ça pourrait orienter clairement aussi le classement des bibliothèques, si on avait cette obligation de représentativité, comment on classerait aussi? Là, il faudrait évidemment ramener un nouveau type de classement, quoi. Donc voilà, ce serait assez curieux. Ouais. Je pense que c'est peut-être pas souhaitable tout ça. Voilà. Enfin, je sais pas, les bibliothécaires sont quand même assez réticents. Voilà. C'est peut-être juste une question de temps, je ne sais pas. Dernière question, peut-être. Tu as rappelé le propos de Roger Chartier est tout à fait intéressant sur ces trois inquiétudes des bibliothécaires ou des bibliothèques, ou liées à la création de bibliothèques. En particulier, cette inquiétude est liée à la corruption des textes. Je voudrais peut-être terminer là-dessus. Il me semble qu'on a parlé des bibliothèques numériques. Je crois que c'est l'un des plus graves problèmes qui se posent aujourd'hui avec le numérique. C'est-à-dire qu'il manque des instances de certification des textes tels qu'on les trouve
sur Internet. Il est effectivement souvent possible, pratique, commode, quand on cherche un texte classique, par exemple. Je ne pense même pas à des articles scientifiques qui, eux, sont dans des collections précisément scientifiques et relativement certifiées. Il est tout à fait pratique d'aller chercher sur Internet un texte. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune manière de savoir si ce texte est le texte exact, s'il n'a pas été trafiqué d'une manière ou d'une autre. En général, c'est plutôt des erreurs, des coquilles qui existent. Sur Wikisource, on constate que les coquilles sont extrêmement nombreuses. Il y en a qu'on repère facilement et d'autres, il faut de toute façon vérifier en allant, en fait, revérifier dans des collections imprimées. Dans des collections imprimées qui, elles, garantissent, la Pléiade, par exemple, entre autres, garantit, pour les textes français, un texte d'une qualité, une correction parfaite. On sait que quand on lit un texte dans certaines collections scientifiques, universitaires, que le texte est parfaitement édité. Donc on peut lui faire confiance. Il manque ce type de certification pour les textes numériques. Il me semble que c'est quelque chose que pourraient peut-être proposer les bibliothèques ou des bibliothèques. Est-ce qu'il y a des projets en cours là-dessus ou est-ce que c'est quelque chose qui ça se fait déjà. Là, on est déjà complètement dedans, absolument dans la... Oui, effectivement. Alors là, j'ai passé le service aux usagers, je suis allé un peu vite dessus. Mais oui, il s'agit de garantir la qualité du savoir. En tout cas, ça, c'est sûr. Ça fait partie, en tout cas, d'apprendre à ce que le lecteur soit autonome pour qu'il trouve des sources qui vont lui dire que tel document est garanti, ou alors établir des méthodes de comparatisme, simplement. Voilà, ça fait partie, dans les bibliothèques scientifiques, c'est très très important. Dans les bibliothèques publiques, effectivement, alors on pourrait élargir ça aux fake news, clairement. Les bibliothèques publiques d'aujourd'hui luttent contre leur ennemi, qui est la fake news. Voilà. Ça, c'est tout ce qui va avec, évidemment, tout le complotisme, toutes ces choses. Ça, c'est vraiment l'enjeu des bibliothèques publiques en France aujourd'hui. Il est là, essentiellement là. Donc toujours aussi finalement dans ça, dans la corruption des textes, dans la source, d'abord la source, d'où ça vient, etc. Voilà, ça fait partie des... Il me semble que tout cela montre combien les bibliothèques et les bibliothécaires sont au cœur d'un combat, d'une lutte pour l'honnêteté, la sincérité du savoir, de la transmission des textes, de la transmission du passé, la connaissance du présent, la préparation de l'avenir, bien sûr, et que, en fait, ces lieux de communication de ces textes, de ces savoirs, doivent être effectivement l'attention des politiques, et aussi il est important de mettre l'argent, les moyens nécessaires, humains, financiers, mais humains, pour que cette formation des lecteurs, en fait, soit faite dans les bibliothèques, et pour que la vérité ou l'authenticité, l'exactitude, reste quand même des valeurs dans notre société, parce que c'est une condition de la vie démocratique, en fait. La vie démocratique ne peut fonctionner que dans un espace où il y a une délibération, et la délibération ne peut avoir lieu que sur des données qui sont partagées et communes par tous, et donc considérées comme exactes. Et donc c'est la condition de la vie démocratique, c'est vraiment et celle de ce travail, cette lutte pour une vérité, donc contre les fake news à tous les niveaux. Et les bibliothécaires sont au premier rang de cette lutte. Je vous en remercie. Et je te remercie, cher Cyril, de mener ce combat. Merci bien.